Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon garage pour le guide de l'auto. Cette semaine, il sera question du Chevrolet Silverado 2027, lequel sera complètement redessiné. On parlera de l'Aston Martin DBX 707 et brièvement du guide de l'auto, mais tout d'abord, réponse à la question de la semaine dernière. Quelle voiture compacte de Mercedes-Benz a été vendue chez nous au Canada en boudant le marché américain? La réponse est la Mercedes de classe B. Une voiture qui a été vendue chez nous sous deux générations, d'abord arrivée en 2006 jusqu'en 2011, redessinée pour l'année 2012 et ça a été vendu jusqu'en 2019. À la fin, les ventes étaient plus convaincantes, mais c'est une voiture qui a connu un certain succès chez nous, toutefois sans offrir une fiabilité qui était vraiment intéressante. Ça a été une voiture sérieusement problématique sur le plan de la qualité et de la fiabilité. Et il faut savoir que du côté américain, on a quand même vendu quelques unités de la classe B, mais uniquement des modèles à hydrogène, des modèles qui étaient évidemment expérimentaux, uniquement distribués du côté de la Californie. Alors, ils se font très rares, mais c'est bien sûr un type de véhicule qui n'aurait pas connu de succès aux États-Unis et c'est la raison pour laquelle on ne l'a pas distribué là-bas. De toute façon, c'est le genre de carrosserie qui a été remplacé essentiellement par de petits VUS. Et là, vous pouvez penser, bien sûr, au Mercedes-Benz GLA, voire même le GLB, des produits qui connaissent en proportion beaucoup plus de succès. Maintenant, je vous parle de l'Aston Martin DBX 707 parce que j'ai eu la chance de conduire ce véhicule-là pendant près d'une semaine chez nous au Québec. Bon, un véhicule évidemment extrêmement coûteux. Pour vous donner une idée, le PDSF du véhicule que j'ai conduit était à 426 000 $ et des poussières. Et ça comprenait plus de 100 000 $ d'options. Alors, c'est dire à quel point c'est un véhicule qu'on peut personnaliser et où les options n'ont pas de limite. Il y avait plus de 35 000 $ d'options de fibres de carbone uniquement à l'extérieur et ça ne comprend pas évidemment les garnitures intérieures. Bon, le prix est exorbitant, mais la clientèle cible se fiche un peu de la facture. L'idée, c'est d'avoir un véhicule personnalisé, un véhicule qui est différent de celui de son voisin, qui ne ressemble pas à un produit Porsche ni à un produit allemand en fait. Et je pense qu'on a réussi l'exercice du côté de chez Aston Martin avec un design qui est magnifique. Le véhicule est là depuis quelques années, mais les éléments qu'on a apportés en 2025 sont plus convaincants que ce qu'on proposait jusqu'à l'année dernière. On a redessiné complètement la console centrale, une partie de la planche de bord, intégré un système d'infodivertissement moderne et à jour. Pas trop imposant sur le plan de l'espace. Alors, ce n'est pas un écran gigantesque, mais tout est efficace. Ergonomiquement, c'est beaucoup plus réussi. Et on vient éliminer ce levier de vitesse à bouton qu'on avait en plein centre de la planche de bord, au sommet, en fait, pour remplacer ça par un levier de vitesse un peu plus traditionnel sur la console centrale, tout petit, très efficace. Alors, sur le plan du design, c'est magnifique. Et j'ai apprécié énormément la conduite de ce véhicule-là, qui n'est pas parfaite, c'est-à-dire qu'on sent le poids, on sent les transferts de masse. Il y a des craquements à quelques endroits et vous allez dire c'est inacceptable pour un véhicule de ce prix-là. Mais de façon générale, je vous dirais que des craquements, ça n'a pas sa place, peu importe le type de véhicule. Alors, il y a des petits défauts du côté de chez Aston Martin. Ce n'est pas une qualité de fabrication à la hauteur d'un Porsche Cayenne, par exemple, mais c'est un véhicule très différent qu'on apprivoise jour après jour, qui est extrêmement puissant. C'est 697 chevaux de puissance. Le nom 707, c'est en fait pour 707 PS ou 697 chevaux. Alors, pas besoin de vous dire que ça accélère comme une fusée. 0-100 est en 3,3 secondes, 310 km/h en vitesse de pointe, ce que vous n'atteindrez probablement pas avec un VUS, mais c'est quand même très intéressant à conduire et la suspension pneumatique fait un travail exceptionnel pour stabiliser constamment la caisse, peu importe le type de revêtement sur lequel vous circulez. Alors, vous allez avoir une caisse toujours très stable en vous offrant un confort qui est exceptionnel et ce, malgré la présence de roues de 23 pouces. C'est une option qu'on peut obtenir, qu'on avait installée sur le véhicule d'essai, qui au passage était chaussé de pneus d'hiver. Alors, pas besoin de vous dire que des pneus d'hiver en 23 pouces, c'est pas donné, mais ça vient avec le type de véhicule que je conduisais. C'est une machine vraiment intéressante, surtout sur le plan du design, parce que si on compare ce produit-là avec un Lamborghini Urus, par exemple, je pense que ce côté look, c'est totalement réussi.
Et le véhicule que j'ai pu conduire était peint en vert à l'extérieur. C'est la même chose pour l'intérieur. Beaucoup de garnitures de fibre de carbone, une finition qui était magnifique. Par contre, je reviens sur le prix des options parce que la chaîne audio Bowers & Wilkins qu'on retrouve en option sur ce véhicule-là, c'est 15 000 $ et je ne peux pas vous dire que la qualité sonore m'a particulièrement impressionné. Alors, on se reprend beaucoup sur le prix des options. Est-ce qu'il faut être raisonnable? Non, parce que le fait d'acheter un Aston Martin DBX, ce n'est pas un geste raisonnable en soi, mais je peux vous dire que c'est une expérience de conduite particulièrement intéressante. Maintenant, je vous parle de la Fiat 500e. C'est une voiture dont j'ai parlé énormément dans les derniers mois. Il y en a beaucoup encore chez les concessionnaires et je m'explique mal pourquoi la clientèle n'adhère pas à ce produit-là. Il y a une question, évidemment, de réputation de la marque et il y a des offres qui sont tellement différentes d'un concessionnaire à l'autre que tout le monde devient confus. Parce qu'il y a des concessionnaires qui vont afficher un prix de 25 $ par semaine ou de 299 $ par mois, tout dépendant du type de comptant que vous allez mettre sur cette voiture-là. Mais essentiellement, comprenez que l'offre de Stellantis ramène le prix de la voiture à environ 34 000 $, ce qui veut dire que si vous décidiez de louer la voiture sur un terme de 36 ou 48 mois, ça vous coûterait autour de 410 $ par mois, taxes incluses, en ne mettant pas d'essence évidemment dans la voiture, mais avec une allocation de 12 000 km par année. Ce que j'ai pu apercevoir cependant, ce sont des offres des concessionnaires qui viennent en rajouter sur l'offre de Stellantis, ce qui permet de rabaisser le prix à environ 320 $ par mois, taxes incluses, avec une allocation de 12 000 km par année sur un terme de 3 ans. Là, ça commence à être alléchant et à mot couvert, il y a même un concessionnaire qui m'a admis que si quelqu'un avait 300 $ par mois, taxes incluses, zéro comptant à mettre sur une Fiat 500, il pourrait partir avec. Alors, c'est dire à quel point on veut se défaire de ces voitures-là. Et rendu là, je pense que l'offre est imbattable. Imaginez, 300 $ par mois, vous ne mettez pas d'essence, ça c'est taxes incluses. On est dans les prix d'une voiture qui se vendait il y a 15 ou 20 ans, mais sans essence. Alors, je pense que c'est vraiment une offre alléchante. Et loin de moi l'idée de vouloir vous en vendre une, c'est pas l'idée, mais des voitures à bas prix comme celle-là, il n'y en a plus sur le marché. Et c'est une offre qui, je pense, est très mal présentée de la part du constructeur. Alors, raison pour laquelle je vous en parle aujourd'hui, parce que des sous-compacts, il y en a trop peu sur le marché. Et j'ai l'impression que si on continue de manquer le bateau comme on le fait présentement, on va tout simplement éliminer le modèle et ça en sera terminé, mais complètement pour la voiture sous-compacte en Amérique du Nord. Un mot maintenant sur le Chevrolet Silverado 2027 qu'on attend de pied ferme. Toute nouvelle génération qui arrivera pour le millésime 2027 du Silverado. Selon toute vraisemblance, on conservera les moteurs à 8 cylindres qu'on connaît actuellement, mais avec une amélioration du rendement énergétique de l'ordre de 10 %. Évidemment, c'est toujours des rumeurs. On conservera également le moteur à 4 cylindres Turbo Max qu'on propose actuellement et on ne sait pas quel sera l'avenir, évidemment, pour le moteur diesel Duramax de 3 litres, lequel est aujourd'hui exclusif au Silverado et au Sierra. On le proposait dans le passé dans les Tahoe, les Yukon, les Cadillac Escalade, mais ils ne sont plus offerts pour 2025. C'est un peu dommage, une mécanique qui est franchement intéressante. Actuellement, c'est l'offre qu'on propose dans les camions Silverado en 2025. Évidemment, on aura un camion plus moderne qui s'adaptera aux nouvelles technologies avec un look qui sera plus moderne également. Mais les rumeurs font aussi état d'une technologie hybride rechargeable qu'on pourrait offrir dans ce camion-là. Alors, très hâte de voir quelles seront les stratégies de General Motors côté mécanique avec les camions pleine grandeur. On sait qu'on a aussi des modèles 100% électriques. Mais lorsqu'on regarde les décisions des constructeurs actuellement, avec Ram qui revient avec un moteur V8 après l'avoir éliminé, on comprend pourquoi General Motors souhaiterait peut-être conserver des moteurs à 8 cylindres, parce qu'on réalise peut-être qu'un moteur à 8 cylindres bien développé, bien rodé, ça peut ne consommer pas plus qu'un moteur à 6 cylindres en ligne accompagné de turbocompresseurs. Alors, à suivre, mais c'est confirmé pour 2027, on aura une nouvelle génération de Chevrolet Silverado. Maintenant, un mot rapide concernant le Guide de l'auto, qui est le livre le plus vendu cette année au Québec. Toujours une fierté pour l'équipe du Guide de l'auto. Par contre, il faut quand même souligner un truc. Il a fallu 13 hommes âgés entre 20 et 75 ans pour gagner une partie de bras de fer contre une dame qui vient de fêter son 100e anniversaire.
Je parle évidemment de Jeannette Bertrand, dont le roman a été extrêmement populaire aussi. C'est le deuxième livre en importance sur le marché québécois. Alors, félicitations évidemment à Jeannette Bertrand. Mais on est très fiers évidemment au Guide de l'auto d'avoir un livre qui se situe au sommet des ventes, en espérant que ça puisse continuer. Merci à tout le monde, merci aux fidèles qui se le procurent à chaque année. C'est un travail colossal et d'ailleurs, on est en plein ouvrage en ce moment pour l'édition 2026 qui devrait sortir vers la fin du mois d'août 2025. En terminant, question de la semaine, en quelle année Chevrolet a commercialisé le camion Silverado avec technologie hybride? Bien, réponse la semaine prochaine.